Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, un épisode spécial où on va vous parler de machine learning et de deep learning et de ce que sont chacun et des différences qu'il y a entre les deux. J'espère qu'après cet épisode, vous y verrez un petit peu plus clair sur ces termes étranges que l'on entend de plus en plus. Je suis Patrick Béja et pour vous détailler ces technologies compliquées, je suis accompagné de Nicotube alias Nicolas Tupégabé alias d'autres noms dans la vraie vie, mais on va se cantonner à Nicotube. Comment ça va, Nico ? Ça va très bien. Merci d'être avec nous. Tu es l'un des officiants de Podcast Science que je connais depuis longtemps. Vous aviez même été, vous aviez fait partie, si je ne m'abuse, de No Watch FM à l'époque pour les de FreePod, si je dis pas de FreePod. Et ouais. tu sais, je crois qu'on s'était parlé au moment de la formation de NoWatch.fm et je vous avais proposé de rejoindre et vous m'aviez dit non, on est déjà ailleurs. C'est peut-être ça qui s'est passé parce que je sais que vous écoutez et que... Et FreePod, on a rejoint hyper tardivement. Je crois qu'on a rejoint quelques mois avant que ça s'arrête. Ah zut. Bon, écoute, j'espère que ça ne veut pas dire ça n'est pas inquiétant pour French Spin du coup, le fait que tu apparaisses dans l'émission. Mais non, je suis sûr que ça va bien se passer. Bon, en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'on vous suit. Moi, je vous suis depuis longtemps et je me suis dit, c'est certainement. En fait, je vais être parfaitement honnête. On m'a recommandé d'aller vous voir parce que vous aviez fait un ou deux épisodes spéciaux sur le machine learning et le deep learning que j'ai écouté et que j'ai trouvé hyper bien fait. Donc je me suis dit qu'ensemble on pourrait peut-être essayer de vulgariser tout ça pour les auditeurs du Rendez-vous Tech. Ouais, on va essayer. Alors, quel est le programme ? J'avais parlé aux patriotes de cet épisode spécial et ils avaient été assez enthousiasmés à l'idée d'essayer de comprendre un petit peu ce que c'était. À noter, puisque je parle de patriotes, que ça sera donc un troisième épisode. Enfin, il y aura 3 épisodes ce mois-ci. Donc, si vous ne souhaitez payer que pour 2 épisodes, il y a régulièrement 3 épisodes par mois parce que le calendrier fait que toutes les 2 semaines, ça donne parfois 3 épisodes dans le mois. Mais je le rappelle quand même au cas où et par souci d'éthique, n'oubliez pas que si vous ne voulez payer que pour 2 épisodes, vous pouvez le faire en limitant votre contribution. C'est possible aussi. Et si vous voulez contribuer aux épisodes et que vous ne le faites pas déjà, évidemment, vous pouvez les faire également en allant sur patreon.com/rdvtech. Mais bon, venons-en au sujet qui nous occupe, à savoir le machine learning et le deep learning. Et je crois que la première étape, c'est de définir d'une part ce que sont le machine learning et le deep learning très grossièrement avant de rentrer dans les détails, et ensuite de préciser qu'il y a 2 phases. Et la première chose que je dirais, c'est que le machine learning en français, ça se dit apprentissage automatique, et le deep learning, c'est apprentissage profond. Et l'apprentissage profond est une sorte de sous-catégorie de l'apprentissage automatique. Et je crois... Jusque-là, t'as tout bon. D'accord, très bien. Et je crois que tu me disais, peut-être même avant de se lancer dans les applications informatiques précises qui nous occupent avec la reconnaissance d'images, la reconnaissance vocale et toutes ces technologies qui sont en train, depuis, on va dire 5 ans, vraiment de révolutionner la manière dont on utilise l'informatique. Je crois que tu me disais que le machine learning, donc l'apprentissage automatique, c'est pas que des réseaux de neurones, ça peut être plein de choses, non ? Ah non, c'est pas du tout que des réseaux de neurones et jusqu'à il y a quelques années, les réseaux de neurones étaient minoritaires. En fait, on va en reparler, mais il y a eu des vagues de mode des réseaux de neurones. C'est très très vieux les réseaux de neurones en fait. Et la mode des réseaux de neurones avec le deep learning est assez récente, donc elle date autour de 2006-2012, là la dernière mode en date, mais il y a beaucoup d'autres choses dans le machine learning. Alors si on part plus loin que les réseaux de neurones qui constituent aujourd'hui l'essentiel de ces technologies, juste par souci par souci historique et de culture générale, le machine learning, ça regroupe aussi quoi d'autre ? Qu'est-ce que ça veut dire ?
En fait, ça regroupe énormément de choses, donc je vais pas te faire une énumération parce que je pourrais pas tout citer, mais on va plutôt essayer de comprendre ce que ça veut dire. En gros, si on prend, tu parlais de Patreon tout à l'heure, tu veux essayer un peu d'estimer, disons, combien tu vas toucher d'argent le mois prochain en fonction de ton nombre de Patreon. Alors mes dernières estimations, c'est à peu près 14 à 15 millions de dollars. Je sais voilà, pas si c'est tout à fait juste, mais c'est à peu près ça. Et tu t'es peut-être dit, j'ai l'impression que c'est un peu proportionnel à mon nombre de patriotes, quoi. Et donc là, à partir de là, t'as pris une feuille de papier, t'as pris un coin de table, t'as fait une règle de 3 et tu t'es dit, ok, je gagne tant d'euros par patriote. Et d'ailleurs, tant de dollars, je pense, parce que Patreon, c'est en dollars. C'est ça. Et donc voilà, là, t'as pas fait un algo de machine learning. Par contre, tu peux implémenter derrière un algorithme où tu vas juste recopier ton calcul et mettre ton calcul. Tu peux être un peu plus flemmard et dire, je vais expliquer à ma machine que je pense que c'est proportionnel. Donc de lui dire, il y a une règle de proportionnalité et laisser la machine trouver la règle de proportionnalité étant donné les données qu'il y a eu dans le passé. C'est-à-dire tous les mois, ce que tu as touché et combien tu avais de patriotes. Et si tu fais ça, là tu fais du machine learning. C'est-à-dire tu as donné un modèle à ta machine, là c'est juste une règle de proportionnalité et tu lui as demandé de trouver la meilleure règle de proportionnalité qui suit les données. D'accord, donc on lui dit, pour chaque mois, j'ai eu tant d'auditeurs et tant de sous sur Patreon, ou tant de patriotes, et la machine va pouvoir corréler les deux informations et extrapoler pour dire, bon, bah, ok, je vois que sur les 12 derniers mois, tu as eu tant d'auditeurs et tant de sous. Si j'imagine que tu as 10 fois plus d'auditeurs, ça donnera tant de sous en fonction de la courbe que j'ai découvert. Et il pourra estimer ce que ça pourrait donner dans un scénario hypothétique. C'est ça, mais avec une toute petite nuance, c'est que tu lui dis une chose en plus, c'est que tu lui dis, c'est une règle de proportionnalité que je recherche. Ah oui, donc ça, on lui donne toutes les clés là quand même. Alors, toutes les clés, oui et non, parce qu'on va y revenir dans le cas des réseaux de neurones, on lui donne des clés tellement complexes qu'en fait, on a un peu l'impression de ne pas lui donner de clés. Mais quand on fait du machine learning, on donne à une machine un modèle, c'est-à-dire une manière de modéliser le monde, et elle a juste des paramètres à régler. Donc là, la règle de proportionnalité, c'est un peu bébête. Donc comme tu dis, on a l'impression de donner toutes les clés parce qu'elle a qu'un paramètre à trouver. Mais il y a d'autres cas, et on va en voir, où il y a des millions de paramètres à optimiser. Donc là, on a un peu plus de mal à la main de se dire on lui a donné toutes les clés. D'accord. Alors justement là, une autre chose qu'il faut préciser avant de se lancer dans les explications un peu plus complexes, c'est que vraiment, dans le processus de ce qu'on appelle le machine learning et donc le deep learning, il y a vraiment deux phases. Et on va rentrer plus précisément dans la première, qui est la phase d'apprentissage. Donc c'est vraiment ces technologies, ces méthodes pour que la machine apprenne à reconnaître des choses. Et ensuite, il y a la phase de prédiction, qui est la phase qu'utilisent les utilisateurs finaux. Donc nous tous, quand on utilise sur notre smartphone ou dans Google Photos ou Dieu sait quoi, on va beaucoup parler de reconnaissance d'image parce que c'est un exemple très parlant, même si c'est pas le seul. Mais quand on utilise ces logiciels et ces services pour dire bon bah là trouve-moi des photos de chiens, on est dans une phase de prédiction qui est très différente de la phase d'apprentissage elle-même. C'est-à-dire qu'à ce stade-là, l'algorithme très complexe sait déjà ce qu'est un chien, donc il sait les retrouver. Mais il y a une étape qui est essentielle et qui est ce qui permet le machine learning, c'est donc cette fameuse phase d'apprentissage où la machine apprend ce qu'est un chien. Et alors c'est vrai ce que tu dis. Alors on va y revenir. Il y a un autre type d'apprentissage qui est pas exactement pareil, mais on va en parler très rapidement parce que ça va pas être le sujet du jour. Et là où c'est très important de ce que tu dis, c'est que une fois que l'algorithme a appris, il est plus capable d'inventer de nouvelles choses. En gros, c'est-à-dire si on lui a appris ce qui était des animaux, mais qu'on lui a jamais montré de chat, il va pas deviner ce qu'est un chat. D'accord. C'est plus possible. Alors là où je dis qu'il y a une petite nuance, c'est qu'il existe certains types d'algorithmes qui ont un peu plus une logique d'apprentissage continu. C'est entre autres, vous avez pu en entendre parler sur des algorithmes qui ont réussi à jouer à des jeux vidéo tout seuls. Oui, où là, tout à en gros, oui. C'est une méthode d'apprentissage, un peu la carotte et le bâton, c'est-à-dire on a un algorithme qui fait quelque chose et à la fin on lui dit si c'était bien ou pas bien et puis il recommence. Donc et avec les jeux vidéo, c'est si il a perdu au jeu ou pas. Voilà, donc, perdu ou si le score juste faible, est-ce qu'il est trop faible ou des choses comme ça. Et c'est comme ça qu'il apprend au fur et à mesure à s'améliorer. Mais en fait, c'est pas très très différent parce qu'à chaque étape, on fait une petite étape d'apprentissage et on l'essaie quoi. D'accord. Mais c'est juste qu'on a vraiment cette logique de le faire très très régulièrement pour qu'il apprenne un peu en continu. Alors,
on a parlé de réseaux de neurones et tu évoquais la question du machine learning avec les différents paramètres qu'on peut lui faire ingérer pour qu'il extrapole des algorithmes et des formules. L'essentiel, si j'ai bien compris, du machine learning, aujourd'hui, c'est quand même des réseaux de neurones et je crois qu'il est possible d'avoir du machine learning, donc la version entre guillemets simple des réseaux de neurones aussi. Et donc, si je ne me trompe pas, les réseaux de neurones, ça fonctionne avec, comme des neurones. On a plusieurs entrées, l'algorithme au milieu et puis une sortie. C'est-à-dire qu'on a entrée x1, x2 et x3 et on dit si x1, x2, x3 est plus grand que un certain nombre, tu réponds oui ou non. Et ça, c'est un réseau neuronal avec un seul neurone. C'est bien ça. Voilà, c'est un seul neurone. Et en fait, alors il y a une petite nuance par rapport à ce que tu as apporté qui va expliquer pourquoi on peut apprendre ces neurones. Mais justement, ce qui est marrant sur les réseaux de neurones et sur le deep learning, qui paraît très compliqué, c'est que en fait, c'est constitué de plein de petits atomes très simples, donc ces neurones, qui sont extrêmement simples à comprendre. Je vais vous expliquer le fonctionnement qui est extrêmement proche de ce qu'on a vraiment dans la réalité et vous allez voir que vous n'allez même pas avoir envie de prendre une aspirine tellement c'est pas compliqué en fait à comprendre. Un exemple de neurones, en fait, on en a tous déjà subi dans un examen. Donc je sais pas à quand remonte ton dernier examen, moi ça commence à remonter un peu. Si on a des auditeurs qui sont en France, vous avez pu passer le bac là récemment. Et quand on va passer le bac, par exemple, on peut avoir 3 épreuves, on va dire une épreuve de maths, une épreuve de français, une épreuve d'anglais. Et donc on a 3 notes et là après on a un algorithme qui est l'algorithme du bac qui va dire vous avez ou non votre bac. Et alors ce qui se passe en France par exemple, c'est qu'on va avoir des coefficients. On va avoir par exemple en matière quand on est en filière scientifique, on va avoir un coefficient très élevé en maths, un coefficient moyen en français et un coefficient très faible en langue. Et donc l'application des coefficients, vous devez tous avoir déjà fait ça une fois dans votre vie. Vous allez multiplier la note par exemple par le coefficient 9 des maths, puis vous allez additionner la note du français par le coefficient 5 du français, et vous allez additionner la note d'anglais par le coefficient 2 de l'anglais. Vous faites la moyenne, et après vous avez un seuil, où c'est 10, le seuil pour le bac, qui vous dit si vous passez ou pas. Bon, jusque-là, très simple. Voilà, jusque-là, très simple. Mais là, on n'a qu'un seul neurone, en fait. Alors voilà, un seul neurone. Mais là où c'est intéressant par rapport à ce que tu décrivais, c'est qu'en fait, dans ce neurone-là, on a des paramètres. On a les coefficients qu'on met à chaque épreuve. Et on a un autre paramètre qui, en gros, est le seuil auquel on accepte ou pas les élèves. Et juste en jouant sur ces paramètres, on peut totalement changer le profil des gens qu'on va sélectionner. C'est-à-dire que justement, quand on met un coefficient très élevé en maths et très faible en français, on va sélectionner plutôt des gens qui sont à l'aise en maths, alors que si on fait l'inverse, on va sélectionner des gens qui sont plutôt à l'aise en français. Donc déjà, juste avec 4 paramètres sur lesquels on peut jouer, on peut énormément changer les personnes qui sont sélectionnées par ce petit neurone. Donc on peut imaginer pour la fonction de ce neurone, imaginons qu'on a une population classique de citoyens français et on va dire trouve-moi les citoyens qui sont bons en maths. Et donc on va passer toutes les notes de tous ces citoyens toutes les notes qu'ils ont eu au bac et régler les neurones, et il peut nous trouver en fait les citoyens qui sont bons en maths de la même manière en extrapolant énormément que il va trouver des chats sur des photos ou des immeubles sur des photos. Alors c'est ça, comme tu disais, on va avoir 2 phases. On va avoir une première phase d'apprentissage où du coup on va lui dire voilà des élèves qui sont bons en maths, voilà leurs notes, et voilà des élèves qui sont mauvais en maths et voilà leurs notes. Et on va lui dire essaie de trouver les coefficients sur chaque épreuve qui vont sélectionner au mieux lesquels sont bons en maths et mauvais en maths. D'accord. Donc là, il va se rendre compte que en mettant des coefficients très élevés sur les maths, il va pouvoir sélectionner lesquels sont bons et mauvais. Et c'est donc là, c'est un élément complètement clé, c'est que encore une fois, l'apprentissage automatique, c'est la machine qui va devoir créer cet algorithme de sélection. Et les choses importantes qu'on discerne déjà dans ces éléments dont tu nous parles, c'est que on a d'une part un tas de données existantes, c'est-à-dire toutes les notes de plein d'élèves qu'on a pour qu'il puisse faire son apprentissage, et on lui spécifie aussi quels élèves sont bons en maths. Donc c'est pas que lui va deviner par l'opération du Saint-Esprit qu'il y a des élèves qui sont bons en maths. Il a déjà
pendant la phase d'apprentissage, avant de pouvoir trouver d'autres élèves qui sont bons en maths, il a déjà sur ces données des sortes de petits flags, des petits drapeaux où on dit celui-là oui, celui-là non, celui-là non. Donc il va regarder tout ça et lui ensuite faire sa sauce pour essayer de créer un algorithme qui va reconnaître ceux dont il sait déjà qu'ils sont bons en maths en utilisant ces données. Et c'est seulement après cette phase d'apprentissage qu'il va pouvoir trouver d'autres élèves, même sans avoir cette indication, ceux-là sont déjà bons en maths. C'est ça. Alors, comme souvent en science, il y a toujours des nuances. Ce que tu viens de dire là, c'est majoritairement vrai. Aujourd'hui, le gros des algorithmes de deep learning font ça, c'est-à-dire qu'ils sont obligés d'être au courant en amont des classes. On appelle ça de l'apprentissage supervisé. Ils sont obligés d'être au courant de comment on classe les gens. Mais il existe des gens, et puis c'est un peu le Graal, surtout en deep learning, qui travaillent à essayer d'avoir des algorithmes qui tout seuls déterminent des groupes de population homogènes. D'accord. Alors il va dire ceux-là ils se ressemblent, ceux-là ils se ressemblent. Mais c'est vrai que majoritairement aujourd'hui, ce qui est utilisé, c'est des choses où on est obligé de leur dire en amont les classes. D'accord. Et alors pour finir là sur les réseaux de neurones, donc là on a un neurone. Donc, un neurone, on n'a aucun réseau qu'on fait aujourd'hui à un neurone, mais ça vous donne une idée parce que c'est une opération qui est très très simple. C'est un petit examen. Donc pour des images, les inputs, c'est pas des notes dans des examens, ça va être les niveaux de gris des images. C'est-à-dire si c'est plus blanc, ça va être très élevé, si c'est plus noir, c'est très sombre. Avant de partir sur les images, si je ne m'abuse, les images, il faut vraiment se lancer dans le deep learning pour comprendre les images, n'est-ce pas ? Donc peut-être que... Oui, c'était juste pour citer le fait qu'il y avait les inputs en niveau de gris, mais t'as raison. Ouais, attendons parce qu'on va reparler aux images, c'est hyper important pour l'histoire du deep learning, mais laissons ça de côté pendant encore quelques minutes parce que j'ai encore des questions sur le machine learning, donc qui était le machine learning avec des réseaux de neurones, qui était une utilisation majoritaire de cette technologie jusqu'en, on va dire, début des années 2010. Mais elle est quand même très limitée parce que on a beaucoup parlé de ce neurone unique qu'on a donné en exemple. On peut évidemment en enchaîner plusieurs et même en faire des réseaux, c'est-à-dire en avoir une grande quantité avec, là encore si j'ai bien compris, le modèle, le schéma classique du machine learning avant le deep learning, c'était... précise bien du réseau de neurones, parce que machine learning, ça regroupe vraiment beaucoup de choses. D'accord, ok. Donc, du réseau de neurones avant le deep learning. Avant le deep learning, c'était donc 3 couches, une couche d'entrée, une couche intermédiaire et une couche de sortie qui va donner le résultat. Mais la limitation qu'on avait en réseau de neurones avant le deep learning, c'était que cette couche intermédiaire était très très limitée. On pouvait pas en avoir énormément, ça devenait trop compliqué. Alors voilà, faut juste préciser ce que ça veut dire. Pourquoi on pouvait pas en avoir? Il y avait on pouvait tout à fait implémenter un réseau qui avait beaucoup plus de neurones, mais c'était limité parce qu'on n'arrivait pas à optimiser ces paramètres en fait. Dès qu'on avait plus on appelle ça des couches, dès qu'on avait plus d'une couche ou trop de neurones dans la couche intermédiaire, on n'arrivait plus à optimiser ces réseaux de neurones et ils avaient des performances qui étaient moins bonnes que d'autres algorithmes de machine learning. D'accord. Donc les réseaux de neurones, les réseaux de neurones en fait, comme on n'arrivait pas à optimiser les paramètres, ils marchaient moins bien que les autres types, les autres méthodes de machine learning avant le deep learning. Ouais. Et donc il y avait des chercheurs qui essayaient de faire marcher les réseaux de neurones complexes, mais simplement ils y arrivaient pas, et on va arriver à la raison pour laquelle ça s'est débloqué. Mais ils y arrivaient pas, quoi. C'était juste pas efficace. Ouais, alors t'as quand même eu des résultats qui étaient engageants. C'est-à-dire ce que je disais au tout début, là, il y a eu 3 vagues en gros, et on est dans la 3e vague de mode des réseaux de neurones. Alors je dis mode au sens péjoratif ou pas, c'est-à-dire que là on est en plein dedans, donc on sait pas encore si c'est une mode qui va passer de mode et on va avoir d'autres algorithmes ou si ça va rester, parce que les 2 modes précédentes ne sont pas restés. On a eu une première mode où là vraiment on s'est dit on va imiter le cerveau humain, alors même si c'est plus beaucoup de gens aujourd'hui pensent qu'on imite le cerveau humain parce qu'on sait que c'est beaucoup plus complexe, mais on va faire des petits neurones et on se dit que le cerveau arrive pas trop mal à apprendre, on va apprendre pareil. Donc les gens étaient assez emballés par l'idée, mais ils n'arrivaient pas trop à les faire fonctionner. Ça, c'était les premiers neurones, et ça remonte. Je vois dans un des bouquins les plus connus aujourd'hui sur le deep learning, il parle des années 40 pour les premières idées autour de ça. Donc on est très très loin. Et après, il y a eu une 2e vague où là, on a ressorti ces réseaux de neurones et on a commencé à trouver des algorithmes pour les faire apprendre. Donc là, tu vois, on commençait à avoir des algorithmes qui permettaient de leur faire apprendre, mais en effet, ils avaient pas énormément de couches. Et surtout, ce qui s'est passé, il y a eu 2 choses. Il y a eu d'abord que beaucoup de boîtes se sont fait financer sur ces grandes idées de on va faire un peu comme aujourd'hui, on va avoir l'intelligence artificielle qui va tout faire, et puis ils se sont bien rendus compte que ça n'a pas donné grand-chose rapidement. Et il y a d'autres méthodes de machine learning, entre autres
je sais pas le dire en français, mais d'autres méthodes de machine learning qui se sont développées, qui se sont trouvées mieux que les réseaux de neurones et qui ont fait un peu passer de mode ces réseaux de neurones jusqu'à donc le début des années 2000. Quoi. Est-ce que tu peux nous donner juste très rapidement un ou deux exemples de ces autres méthodes de machine learning qui sont pas des réseaux de neurones justement? Alors, c'est ce que je voulais, mais je voulais pas dire une bêtise. Alors, je vais juste aller récupérer le nom exact parce que je suis pas du tout un spécialiste, mais D'accord, c'est juste pour la blague, hein, parce que vraiment, ce qui nous occupe aujourd'hui, ce qui fonctionne, c'est les réseaux de neurones. Ce qui marchait très bien juste avant l'explosion du deep learning, c'était les machines à vecteurs de support. Alors je pourrais pas t'expliquer du tout comment ça fonctionne parce que je connais très très mal ça, mais c'était donc une méthode qui a rien à voir avec les réseaux de neurones. D'accord, ok. Tu commençais à évoquer la chose, mais on va avant vraiment de partir sur le gros morceau deep learning, on va y revenir. C'est cette histoire d'image. Parce que je pense qu'on comprend à peu près comment fonctionne la reconnaissance de notes dans le cadre d'une sélection comme la sélection du bac ou comme la sélection de qui est bon en maths, qui est bon en géographie, qui est bon en français. Mais pour les images qui sont hyper abstraites, en fait, on voit pas bien comment se fait la transition de l'un à l'autre. Alors j'imagine que c'est quand même très compliqué à expliquer. Mais tu parlais de valeur de gris, en fait, à un moment. Comment est-ce qu'on fait pour traduire cette information visuelle, donc l'image, en des données qu'on peut alimenter, avec lesquelles on peut alimenter un algorithme de machine learning? Alors, en fait, il y a pas à les traduire pour les alimenter. C'est qu'une image aujourd'hui, c'est un tableau de chiffres. Une image enregistrée dans un ordinateur, c'est un tableau où pour chaque pixel, on a 3 valeurs en général. Une valeur pour le bleu, le rouge et le vert. Et donc, on a 3 valeurs qui sont l'intensité lumineuse de chaque couleur dans chaque pixel. Donc, tu vois, les données, en fait, elles sont déjà sous forme de données. Par contre, là où je rejoins un peu ce que tu dis là, c'est que ce qui est très, très compliqué en image, c'est que quand on voit les images comme un tableau de valeurs, on perd toute l'information de géométrie qui, en fait, est l'information qui est la plus simple pour l'humain et qui marche très bien. C'est-à-dire que quand on voit un chat parce qu'on voit une forme ronde avec deux oreilles, avec des yeux, etc. Et ça, si on regarde juste des valeurs dans des pixels un par un, on a beaucoup de mal à interpréter ça. Donc c'est plus dans l'autre sens, c'est que ce que toi tu vois visuellement dans une image, c'est pas du tout comme ça qu'elle est représentée en informatique et ça rend la chose compliquée de deviner ce qu'on voit dans une image. D'accord. Mais alors du coup, l'ordinateur, il a accès à ces informations chiffrées, à ces données chiffrées. Et là, c'est peut-être la question pour laquelle on n'a pas vraiment de réponse parce que c'est trop complexe, mais si on lui donne des images, je sais pas moi, de ciel et des images de montagne, on va lui dire voilà 100 images de ciel bleu et 100 images de montagne verte, et on lui dit ça c'est des images de ciel et ça c'est des images de montagne. C'est très simple parce que c'est très différent, donc les données vont être très différentes. Je peux à peu près comprendre qu'il va avoir des chiffres tellement différents qu'il va pouvoir se dire, l'algorithme, il va pouvoir créer un algorithme. Bon, bah, quand on a plutôt beaucoup de bleu, c'est avec du ciel. Quand on a plutôt des trucs qui changent entre du vert et un peu de ciel, enfin un peu de bleu, bah là, ça va être plutôt des montagnes. C'est comme ça que ça fonctionne, c'est-à-dire qu'il va... Par exemple, oui, ça peut être comme ça que va fonctionner l'algorithme. Quand tu as des vraies différences en couleurs, je pense que c'est des manières, oui, en effet, de bien différencier les images. Mais ça va pas marcher très longtemps pour des exemples plus compliqués. Ouais. Alors, oui, pardon. Non, mais parce que si tu prends le chat, c'est intéressant, ou les animaux, c'est intéressant parce qu'en gros, en fonction de la position qu'ils ont, ils peuvent avoir des formes qui sont très très différentes, des couleurs qui peuvent ressembler à d'autres choses. Et pour autant, nous, on détermine tout de suite que c'est un chat. Et alors que si tu raisonnes vraiment en couleurs, des pixels, etc., c'est très très compliqué. Un exemple là-dessus, il y a un mème qui circule sur Internet qui se fout un peu du machine learning où il te montre moi il y en a un que j'aime bien, qui compare des chihuahuas et les petits gâteaux là avec des raisins dedans, je sais plus comment on appelle ça, j'ai un trou. Mais en gros, tout ça pour dire qu'ils ont raisins secs. Ouais, un truc comme ça. Ils ont exactement la même tête en fait. C'est-à-dire qu'un chihuahua, quand on prend un peu un zoom sur la tête, on a 2 points noirs qui sont les yeux et la truffe. Et puis si on prend bien le muffin ou je sais plus quoi en même temps, ben on a l'impression visuellement que c'est la même chose. Et ce qui est intéressant, c'est que nous, on va rigoler parce qu'on les discerne tout à fait, pour des raisons de contexte, pour plein de raisons, mais pour un algo d'image, c'est extrêmement compliqué de se rendre compte que c'est juste un muffin avec 2 raisins et 3 raisins bien placés, quoi.
D'accord. Alors justement pour le machine learning, enfin les réseaux de neurones pré-deep learning, il y avait des tentatives qui avaient été faites pour faire de la reconnaissance d'images, un peu plus complexe. Mais ce que faisaient les chercheurs, c'est que ils réduisaient le nombre de caractéristiques à regarder. Genre ils déterminaient ce que c'était une roue, ce que c'était qu'une vitre pour une voiture par exemple, pour reconnaître une voiture. Ils déterminaient ce que c'était qu'une roue, ce que c'était qu'une vitre, machin. Et ensuite, en pré-mâchant le travail, ils pouvaient dire l'alimenter aux algorithmes, et là ça pouvait à peu près marcher, mais le problème c'est qu'il fallait en fait pré-mâcher le travail. Donc oui, c'est ça, lui donner le modèle qui est un peu l'équivalent de la règle de proportionnalité que j'avais décrit au début. C'est ça, ouais, exactement. Donc il fallait lui dire pour une machine faire l'équivalent de là t'as une règle de proportionnalité, c'est-à-dire lui dire là t'as des roues, là t'as des trucs. Alors, tu lui disais pas quand même là t'as des roues, tu lui disais cherche des cercles. Cherche des rectangles, cherche des trucs comme ça, et du coup lui il en cherchait. Et derrière, ce qu'on lui donnait comme information d'entrée, du coup, c'est t'as une image où là il y a 3 cercles, là il y a 2 rectangles, etc. Et lui il apprenait que quand il y avait 2 roues et un rectangle au milieu, c'était probablement une voiture. D'accord. Donc c'est pas aussi simple que de lui dire là t'as une roue ici. C'était plus vraiment t'as des formes géométriques. Et comme input, au lieu de te donner les valeurs de pixels, on va te donner une information sur la géométrie de l'image. Et donc là, ça permettait, même avec des réseaux de neurones à 3 couches, donc avec une couche intermédiaire qui était simple, quand même de faire de la reconnaissance. Mais si c'était intéressant au niveau recherche, c'était pas en pratique très utilisable, parce que on va pas faire ça à chaque fois qu'on va vouloir faire classer nos bibliothèques d'images avec 10 000 photos. Évidemment, on va pas se mettre à faire ça à la main. On va pas demander aux utilisateurs de faire ça à la main pour toute leur bibliothèque. Et en fait, c'est pas vraiment la raison que tu donnes là. C'est surtout que ça demandait du travail de recherche. En fait, ça demandait à des chercheurs en images de définir un peu des caractéristiques pour chaque type d'image. Ouais. Parce que le côté demander aux utilisateurs de d'abord classer les images, on l'a encore aujourd'hui, on va en parler. Mais comme on a des algorithmes qui, pour apprendre, ont besoin qu'on leur donne un exemple, il faut leur donner un exemple. Justement, avançons sur la question du deep learning vraiment, qui a été débloqué en, on va dire 2012 à peu près, autour des années de l'année 2009-2012. Et en fait, le deep learning, là encore, tu m'interromps si je me trompe, mais si j'ai bien compris, c'est une méthode d'apprentissage où on a des réseaux intermédiaires, donc toujours ces réseaux de neurones à 3 couches, la couche d'entrée, la couche intermédiaire et la couche de sortie, qui dit donc oui ou non ou ce que c'est. Mais la partie intermédiaire a grossi de manière exponentielle. Alors j'utilise le terme technique un petit peu comme je veux, mais c'est vraiment les réseaux, la partie intermédiaire est devenue énorme. Et la grande question, c'est pourquoi est-ce que on a pu tout à coup se mettre à utiliser des réseaux de neurones avec des couches intermédiaires vraiment complexes. Et il y a plusieurs raisons à ça. Et encore une fois, Nico, tu m'interromps si je dis une bêtise. Il y a plusieurs raisons à ça, mais la partie reconnaissance d'image est vraiment le meilleur exemple qu'on puisse donner, la meilleure histoire qu'on puisse suivre, parce que c'est complètement emblématique. Et ce qui s'est passé en 2009 à peu près, c'est que on est autour du moment où la puissance de calcul est devenue suffisamment grande pour qu'on puisse traiter cette quantité de données, donc l'immense quantité de données que donnent les images. Il y a la recherche qui a continué à évoluer. Et surtout, un truc qui paraît évident aujourd'hui, mais qui a vraiment fait basculer quelque chose en 2009, c'est la disponibilité de la base de données ImageNet de Stanford, qui a été développée par une chercheuse qui s'appelle Fei-Fei Li, qui s'est dit en fait, qui faisait de la recherche sur les réseaux de neurones, mais qui s'est dit en fait, comment est-ce que les enfants apprennent à reconnaître les choses avec entre guillemets les images quand ils regardent des choses? Eh ben ils prennent des tonnes d'exemples.
des millions d'exemples, enfin des milliers, des centaines de milliers d'exemples, et à force, ils finissent par savoir reconnaître qu'est-ce qui est un chat, qu'est-ce qui est une voiture, etc. Donc ce qu'elle s'est imaginé, c'est que ce qu'elle s'est mise à faire, c'est qu'elle allait prendre des millions de données. En 2007, elle a commencé, et elle allait les classer. Alors elle prenait des millions de photos, en fait, ces données c'était des photos, et elle allait dire, bah voilà, là dans cette photo il y a un chat. Alors elle a utilisé des dizaines de milliers de personnes qui ont travaillé sur ce projet, et ils avaient 22 000 catégories pour 15 millions d'images qui ont été classées par 50 000 personnes dans 167 pays. Donc ça a pris vraiment environ 2 ans pour classifier ces 15 millions d'images. C'est hyper important de reprendre tous ces tests. Je sais pas si tu veux peut-être finir, et puis après je vais reprendre ce que tu as dit en rajoutant peut-être des éléments. Oui, bien sûr, bah j'y suis presque en fait. D'accord, ok. C'est-à-dire que cette base de données qui a été rendue publique en 2009 comportait au final 15 millions d'images classées en 22 000 catégories. C'est ça qui est important, et elle l'a rendue publique. Et on peut aller ensuite vers les raisons pour lesquelles ça a débloqué quelque chose, cette base de données de 15 millions d'images. Mais vas-y. Alors, ouais, en fait, c'est ça. Ce qui est hyper intéressant dans l'histoire là du deep learning, l'histoire récente en particulier, donc comme tu dis, le fait que ça a pris d'un coup, c'est que d'un point de vue entre guillemets mathématique, il y a rien de très nouveau. La plupart des caractéristiques des réseaux de neurones qui ont vraiment marché à cette époque-là existaient depuis des années. Il y a même des exemples de réseaux de neurones dans le passé qu'ils ont réussi à refaire marcher récemment du fait des avancées, comme on va venir, technologiques. Donc en fait, l'explosion du deep learning récente, c'est principalement une explosion technologique et qui tombe au bon moment en fait. Et c'est là où on va revenir sur ce dont tu parlais, qui est hyper important. Alors, il y a en effet la base d'images dont tu parles. Il y a aussi un article où il y a des gens qui se sont mis à avoir des bonnes idées pour entraîner les réseaux qui ont marché. Mais pour moi, ce qui a été vraiment clé et déclencheur, c'est que on est à un moment. En fait, faut reprendre les dates qu'on a mis. Il faut bien se rendre compte que quand on est en 2006, maintenant, on a plus d'outils qu'on en avait 20 ans avant ou 10 ans avant. C'est-à-dire qu'on a le web, on a Internet, on a des bases d'images qui commencent à être conséquentes. Quand tu parles d'une base de 15 millions d'images, ça impressionne plus personne vu que je ne sais même plus combien d'images Facebook reçoit chaque jour, mais ouais. C'est aussi énorme. Mais 10 ans auparavant, c'est beaucoup 15 millions. Et c'est beaucoup aussi technologiquement, c'est-à-dire c'est beaucoup de traiter 15 millions d'images, c'est beaucoup de stocker 15 millions d'images il y a 10-15 ans. Par rapport à aujourd'hui. Donc c'est vraiment pas anodin à prendre. C'est après, vrai que même ne serait-ce qu'une question de stockage et d'accès à toutes ces images, c'est tout bête, mais 15 millions, ça fait quand même beaucoup. Il y a 20 ans, on n'avait pas de disque dur qui permettait de stocker 15 non, mais millions c'est ça. d'images. Et on n'avait pas le web. Enfin, le web, on l'avait déjà, mais on n'avait pas le web aussi développé. On n'avait peut-être pas aussi une maturité de programmation qu'on a aujourd'hui. On a des outils comme GitHub qui fait que les gens peuvent collaborer de manière très très efficace. On a des librairies qui sont de plus en plus abstraites, qui permettent aux gens de faire des choses très très élaborées avec du temps de cerveau disponible parce qu'ils écrivent très peu de lignes de code pour faire des choses très complexes. Donc il y a tout ça qui se met en avant. Je pense aussi qu'il y a eu aussi toute la poussée de ce qu'on appelle le mouvement DevOps en informatique, qui est un peu avec Amazon Web Services, le fait de faire que l'infrastructure devienne un peu du code. C'est-à-dire que tu envoies un fichier de code et ça démarre 2000 instances quelque part ou 2000 machines quelque part sur lesquelles tu peux faire du traitement. Ouais, t'as pas besoin de construire toi-même ton infrastructure physique chez toi pour ce type d'opération spécifique. Tu le fais en logiciel finalement. C'est ça. Et le cas de Fei Fei Li, je trouve qu'il est hyper intéressant. Il y a une vidéo sur TED que je vous invite tous à aller voir, justement, où Fei Fei Li présente ses travaux sur cet apprentissage de description d'image. On l'aura en lien dans les notes de l'émission. Et ce qui est intéressant, c'est vraiment de vous mettre à sa place. C'est-à-dire, elle avait 15 millions d'images à classer qu'elle voulait apprendre sur 15 millions d'images, et donc dans 22 000 catégories. Donc là, c'est le moment où je t'ai coupé parce qu'on peut pas passer sur une toute petite phrase là-dessus. Parce que quand on a 15 millions d'images avec 22 000 catégories et qu'on veut faire de l'apprentissage, ça veut dire que d'abord, il faut les taguer, il faut les décrire. Et manque de peau, on n'a pas un algorithme pour faire ça parce que c'est ce qu'on est en train de construire. Donc on est en train de dire, il va falloir que quelqu'un se tape d'aller décrire 15 millions d'images. Et quelqu'un, c'est pas envisageable. En fait, il faut beaucoup de monde. Et c'est là aussi où tu vois qu'il y a une maturité dans les services, etc. C'est que les 50 000 personnes dans 167 pays, elle a pas pu le faire en claquant des doigts. Elle a pu le faire parce que Amazon propose des services pour le faire. Qu'il les propose depuis une dizaine d'années, peut-être, mais pas plus que ça.
Ouais, donc c'est tout bête, mais c'est une question. Si le net n'existait pas dans sa forme actuelle avec les services qu'on a aujourd'hui, bah, elle aurait pas pu le faire, quoi. Voilà, c'est ça. C'est que c'est tout ça toute cette explosion-là qui permet au deep learning aussi d'exister. Et après aussi quelque chose qui est un peu un changement de paradigme, qui est que, en fait, pour que les réseaux de neurones profonds fonctionnent, il faut beaucoup de données parce qu'il faut beaucoup de paramètres. Parce que comme on a vu, un neurone, c'est quelque chose qui est une toute petite opération, une opération très bête. Il n'y a pas besoin de timide à dire que c'est très bête comme opération. Et donc, il faut beaucoup de ces opérations-là pour pouvoir représenter des choses complexes. Et là, en l'occurrence, j'avais normalement mes notes pour le nombre de paramètres, mais c'est pour vous donner aussi une idée de l'apprentissage. Elle a optimisé 140 millions de paramètres. Alors, est-ce que tu peux définir paramètres là? C'est 140 millions de chiffres à régler, quoi. Donc le réseau de machine learning, on avait parlé sur notre truc du bac où il y avait 4 paramètres. Là, il y en a 140 millions. D'accord, oui, c'est ça. Et le problème avec 140 millions de paramètres, c'est que tu sais pas trop dans quel sens tourner chaque bouton pour pas revenir en arrière et faire n'importe quoi, en fait. Donc il y a des algorithmes qui heureusement sont apparus il y a des années pour le faire, mais tu es obligé de réfléchir un peu à comment tu fais les choses. Et donc il y a eu en effet cette base de données, mais il y a eu aussi des idées de se dire on va faire démarrer le réseau, c'est-à-dire les premiers paramètres qu'on met avant l'optimisation, on va les mettre d'une manière un peu intelligente pour qu'on soit proche de la solution. D'accord. Donc ça, c'est dans la phase d'apprentissage. À avancer. Voilà, dans la phase d'apprentissage. Donc, tout ça pour dire qu'en fait, on peut pas se contenter de passer vite sur ces questions-là parce que c'est des questions qui, d'un point de vue pratique, sont pas du tout évidentes. Enfin, essayez de vous imaginer avec 15 millions d'images sur les mains. Ouais. Même moi, je réalise pas. Je fais de plus en plus de deep learning dans mon travail. Nous, on n'a pas 15 millions d'images et on a déjà 1 million d'images. Ça paraît déjà délirant en fait. Ce serait-ce que pour analyser les résultats, c'est-à-dire une fois qu'on a évalué 7 millions d'images, disons la moitié, comment on regarde si ce qu'on a fait est bien ou pas bien? Ouais. Donc on a une idée parce comme on les a tagués en amont, on est capable, mais c'est des humains qui ont mis des descriptions, donc les humains ils se sont trompés. Comment on sait si l'algorithme fait mieux, moins bien que les humains? Est-ce que c'est les humains qui avaient tort? Enfin, c'est plein de questions où il y a eu besoin, à mon avis, d'une certaine maturité au niveau programmation pour automatiser tout plein de tâches et en particulier des tâches des développeurs et des tâches des chercheurs pour pouvoir traiter des données de cette taille-là. Et c'est justement, quand je disais, ça a été une convergence de recherche fondamentale, de puissance informatique et de disponibilité des données. Effectivement, il y a en plus de ça la forme de l'infrastructure qui permettait très concrètement d'appliquer les idées que pouvaient avoir ces chercheurs. C'est-à-dire que effectivement en 2007. Fei Li disait l'idée de taguer toutes ces données en 2007 quand elle a commencé, c'était ridicule, ça servait à rien quoi. Enfin, c'était vraiment de la recherche fondamentale. Mais si elle avait voulu le faire, il ne serait-ce qu'il y a 20 ans comme on l'évoquait, elle aurait eu son idée et puis l'idée aurait été. Il est très possible que certains chercheurs ont rêvé de pouvoir faire un truc comme ça en 1987 et c'était tout simplement pas possible. Donc ce que je te disais, les architectures de ces réseaux de neurones, en fait, il y avait eu des gens qui les avaient décrites il y a plein d'années, mais ils n'avaient pas réussi à les faire fonctionner. Et alors justement, c'est cette disponibilité. Si on revient à la question, à l'histoire d'ImageNet, qui était vraiment symbolique dans cette évolution du deep learning, c'est que cette disponibilité de données a été idéale pour des réseaux, pour un type de réseau de neurones spécifique qui s'appelle convolutional neural networks, donc réseau de neurones convolutionnels. Je ne sais pas si c'est la version française, c'est ça. Je crois que c'est ça. En fait, personne dans le monde de la recherche parle en français, mais bon, il y a des traductions qui existent. On va dire que c'est ça. Et c'était notamment développé par différents chercheurs comme Kunihiko Fukushima, Jeff Hinton et un chercheur dont le nom revient très souvent, c'est Yann Lequin, qui travaille aujourd'hui chez Facebook. Comme quoi, on commence à arriver à ces grosses sociétés, mais ils travaillaient tous les trois et d'autres bien sûr sur ce type de réseau de neurones spécifiques depuis les années 70, années 80, ça faisait longtemps. Et c'est à eux que je pensais parce qu'en fait, ces architectures de réseau qui étaient très novatrices, en fait, elles existent depuis les années 70. Donc l'explosion du deep learning, c'est pas en fait une explosion dans les architectures de réseau ou comme tu disais, c'est pas une très grosse explosion en recherche. En fait, c'est beaucoup plus, je pense, technologique. D'accord. Et alors, ils voient ces gens-là, et notamment Yann Lequin, ils voient arriver ImageNet avec tous les trucs qui convergent et ils se disent, là on a un truc,
et là tu vas me dire si c'est comme ça que ça s'est passé, je suis sûr que t'étais dans le bureau de Yann Lequin et que tu sais exactement comment ça s'est passé. Pas vraiment. Mais il voit arriver, on imagine, il voit arriver ImageNet et il se dit bon sang de bonsoir, je travaille sur mes réseaux de neurones convolutionnels depuis hyper longtemps. Là, j'ai de quoi l'alimenter et en plus, j'ai des machines qui permettent d'agrandir cette phase intermédiaire, cette couche intermédiaire dans mes réseaux de neurones. Je vais tenter de faire des trucs. Mais est-ce que c'est, à ton sens, vraiment juste ça? C'est qu'il avait déjà toutes les pièces et que ce jour-là, cette année-là, parce que la puissance de calcul était arrivée à un niveau suffisant et qu'il avait suffisamment de données, il a pu appuyer sur le bouton, enfin faire son petit programme, appuyer sur le bouton, et puis le programme a commencé à avaler les données suffisamment vite pour que ça soit cohérent et à recracher des résultats qui étaient qui fonctionnaient. C'est juste ça qui s'est passé en fait. Au final, il n'y a rien de magique, quoi. Non, bien sûr, je simplifie. Je pense qu'il a eu tout à réimplémenter, forcément, voire même tout à implémenter tout court. Mais oui, je pense qu'au niveau théorique, il devait avoir les bases. Après, il a fallu le faire fonctionner. Donc, je pense que ça lui a pris beaucoup de temps à le faire fonctionner, malgré le fait qu'il est le théorique, parce que tu te rends compte la pratique derrière. Mais c'est vrai que les réseaux de neurones convolés pour l'image sont assez clés, parce qu'en fait, ils permettent aux réseaux de neurones d'avoir des propriétés. En fait, en gros, ce que je disais tout à l'heure, qu'on a plein de pixels qu'on donne en input au réseau de neurones. Et pour faire simple, les couches convolées permettent d'expliquer au réseau de neurones qu'en fait, une image, le fait que 2 pixels soient à côté, c'est pas anodin. D'accord. Pour dire ça simplement. Et si tu mets pas des réseaux convolés, le réseau de neurones n'a aucune raison de penser que 2 pixels qui sont à côté l'un de l'autre sont plus particuliers que 2 pixels qui sont à l'opposé dans l'image. Donc en fait, les réseaux convolés, pour schématiser, ce que ça apporte vraiment, c'est que concrètement, ça donne une dimension géographique à ces données, c'est ça ? Voilà, une sorte de dimension géographique avec aussi un peu d'indépendance à l'endroit de l'image, parce que des choses très bêtes, un traitement d'image qu'on parlait au début, c'est que si tu fais apprendre ton réseau de neurones qu'avec des chats en haut à gauche et que t'as pas justement des couches un peu convolées, des choses comme ça qui savent traiter ce genre de choses, il va savoir reconnaître que les chats en haut à gauche. Parce qu'il est bête, c'est une image, on lui a montré que des images de chats en haut à gauche, donc et c'est pour ça dans les trucs bêtes, t'as un papier de Google qui est assez drôle, le papier où il parle des rêves qu'ils ont fait des deep dreams, là on en avait parlé à une époque, qui faisaient des vous en parliez dans le numéro spécial de Podcast Science. Oui, explique-nous ça parce que c'était assez intéressant. Alors, je vais l'expliquer après, mais dans ce papier, ils parlent de leur truc qui décrit les images, et en particulier, ils ont remarqué que pour le réseau qu'ils avaient à l'époque, un haltère, il y avait forcément un bras accroché avec. Donc c'est pour dire que ces machines restent bêtes quand même. Ouais. Mais parce que toutes les images qu'on lui avait montrées probablement avaient des haltères avec des gens qui les tenaient, quoi. Oui, bien sûr, oui. Et c'est pour ça d'ailleurs que la disponibilité des données avec les 15 millions d'images d'ImageNet et à sa suite les bases de données dont disposent Google, Facebook, Apple et maintenant Amazon également, c'est hyper important parce que justement si tu as 15 millions d'images avec je sais pas moi 100 000 haltères et dans toutes ces haltères dans toutes ces images d'haltères, il y a un bras attaché, et oui, il pensera toujours qu'il y a un bras attaché parce que lui, il sait une haltère, il a vu dans toutes les images un bras attaché. Et c'est pour ça qu'il faut avoir plein d'images différentes où on va dire, ça aussi c'est une haltère, ça aussi c'est une haltère, ça aussi c'est une haltère. Et dans certaines, il n'y a pas de bras attaché. Donc lui, il saura isoler la partie qui est vraiment juste l'haltère et pas forcément le bras et l'haltère. Tout à fait. Et oui, alors vas-y, tiens, sur la question de... On va y venir sur les rêves, parce qu'en plus c'est intéressant, ça permet de comprendre un peu mieux comment fonctionne un réseau profond, justement. Parce qu'on a parlé qu'il y avait plusieurs couches. Et en fait, donc quand je vous ai parlé du neurone sur l'exemple du bac, on disait à la fin, il y a une sélection, t'as plus de 10, tu passes, t'as moins de 10, tu passes pas. Dans les vrais réseaux de neurones, on n'a pas un truc comme ça, parce qu'un truc comme ça, le problème, c'est qu'une fois qu'on a eu notre bac, on sait pas si on l'a eu de beaucoup ou de pas beaucoup. Donc ça permet pas en gros de revenir en arrière. Et donc, ce qu'on fait dans les vrais réseaux de neurones, c'est qu'on a ce qu'on appelle une fonction de seuil qui, en gros, va donner un score qui va avoir à peu près la même propriété, c'est-à-dire que le score va très vite être très haut dès qu'on passe un certain seuil et très vite très bas dès qu'on est en dessous de ce seuil. Mais entre les deux, c'est continu. Comme ça, on arrive un peu à savoir ce qu'il y avait avant et on peut remonter en arrière dans les réseaux de neurones. Et c'est ça qui devient très intéressant. Je comprends pas bien ce que t'expliques là, en fait.
Alors, ouais, tu pourrais préciser parce que ces histoires de seuil et plus on est haut, plus tu m'as perdu. Alors, on va oublier la notion de seuil. En gros, ce qu'on a à la sortie d'un neurone, c'est pas juste un oui/non, c'est un score. D'accord. C'est ce qui nous permet en fait de savoir, de revenir en arrière dans le réseau. C'est ça qui est important et qui est clé, c'est qu'on est capable de lire un réseau dans un sens ou dans l'autre. Alors, c'est-à-dire que si on applique cette méthode à la question du bac, je vais demander est-ce qu'il a eu son bac et le réseau va répondre plutôt oui, vachement oui, moyen, pas vraiment. C'est ça. D'accord. Et en quoi ça nous permet de revenir en arrière ? Ça permet de revenir en arrière parce que en gros, t'as fait que des opérations qui sont simples et que tu peux inverser. T'as fait des multiplications, des additions, donc t'es capable en fait de faire toutes les opérations en sens inverse. Mais à quoi ça sert ça ? Alors à quoi ça sert ? On y vient. À quoi ça sert ? C'est que tu peux prendre une image. Alors attends, comment le dire ? Ce qu'ils ont fait dans les réseaux dans les rêves, c'est qu'ils ont pris. Pour ceux qui savent pas, c'est Google qui a présenté il y a peut-être un an ou deux de ça, des images qui selon eux représentaient les rêves de ces réseaux de neurones. Et alors justement, voilà ce qu'ils ont fait. Et ces rêves, c'était des trucs complètement psychédéliques. Psychédéliques, c'est-à-dire qu'ils prennent une image, ils vont prendre une image où il y a rien globalement, souvent une image de ciel parce qu'en plus ça donne un petit aspect poétique à voir des formes dans le ciel, et ils le font passer les couches de réseaux de neurones. Donc dans chaque couche, les neurones vont plus ou moins donner un score élevé. Ils vont s'arrêter à une des couches, ils vont regarder tous les scores que ça a donné. Ils vont les booster, c'est-à-dire que tous les scores qui sont élevés, ils vont les augmenter. Comme c'est un peu une manière de dire au réseau, là, tout ce que tu as vu, ah ouais, tu l'as vachement vu. Et puis, ils vont revenir en arrière dans le réseau. Et ce que ça va faire, c'est que ça va reconstruire une image qui va un peu ressembler à l'image de départ, parce qu'on a fait un aller-retour, mais où on a amplifié certains aspects. Et c'est comme ça qu'on s'est rendu compte, en particulier, que quand on faisait ça sur les toutes premières couches, en fait, ce qu'on faisait, c'est qu'on créait plein de contours, des trucs très simples, géométriques, ça faisait des images un peu abstraites où on voyait la forme de fond de l'image, mais on avait des rayures ou des choses comme ça. Et quand on amplifiait les couches les plus éloignées, celles qui étaient le plus proches de la classification finale, là, ça faisait apparaître des bestioles, des yeux, des choses comme ça. C'est un peu comme, en fait, si on regarde les nuages dans le ciel et qu'on se dit « Oh, là, il y a un lapin », quelqu'un nous amplifie l'image du lapin et nous dit « T'es sûr que tu... » Bah ouais, là, tu vois un lapin et tu dessines encore plus le lapin. Pour l'anecdote, c'est un peu ce que fait le LSD dans le cerveau d'ailleurs. Ah, intéressant. C'est genre de la pattern recognition, je sais pas comment ça se reconnaissance de forme, pour laquelle le cerveau est hyper bon en fait, le cerveau humain, mais sous LSD quoi en fait. C'est ça. Et en fait ça c'est hyper intéressant parce que ça explique en plus au-delà de l'anecdote comment marchent les réseaux de neurones aujourd'hui et pourquoi ça les rend aussi intéressants pour plein de monde. C'est qu'en gros sur un réseau de neurones profond, disons le réseau de Microsoft qui a 150 couches. Donc 150 couches, c'est énorme. Les premières couches vont être là pour repérer des choses très simples, c'est-à-dire des petits contours, des coins dans les images. Et plus on avance dans les couches, plus ça repère des choses qui sont un peu plus macroscopiques, un peu plus grosses. Donc on va avoir les premières couches qui vont détecter des contours, les couches suivantes qui vont détecter des formes géométriques, des carrés, des cercles, les couches suivantes qui vont commencer à détecter des yeux, les couches suivantes qui vont détecter des visages, les couches suivantes qui vont aller détecter des hommes et des femmes, etc. D'accord. Donc en fait, chaque couche successive vont faire un travail de reconnaissance sur le travail de reconnaissance qu'a fait la couche précédente en fait. C'est ça. D'accord. Et ça, c'est hyper intéressant parce que du coup, beaucoup de gens qui utilisent aujourd'hui les réseaux de neurones, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent un réseau qui a été pré-entraîné par quelqu'un, par exemple Google qui a des machines pour entraîner ces réseaux, et ils réentraînent uniquement les dernières couches. Parce qu'eux, ils disent toute la partie détection d'images, etc. Moi, c'est très bien, j'ai des images, donc ça me va très bien ce qu'ils ont fait. Par contre, la fin qui permettait de classer n'importe quelle image, elle m'intéresse pas. Moi, je vais classer pour mon problème. En fait, d'une certaine manière, c'est une sorte de diagramme où tu as oui/non, mais des centaines de fois, quoi. Genre, tu vois des millions de fois même. Même des millions de fois. Tu vois une image, tu dis, pour nous, l'équivalent, ça serait, est-ce que c'est un ciel? Oui, non. Tu avances. Est-ce que c'est un animal? Oui, non. Est-ce que c'est un chat? Oui, non. Non, justement, c'est pas vraiment comme ça. C'est plus, est-ce que tu as un contour? Oui, non. Là, comme tu as deux contours, est-ce que tu as un cercle? Oui. Là, comme tu as un cercle, est-ce que c'est-à-dire qu'on rentre, on va dans des niveaux de détail de plus en plus gros, quoi. D'accord. Donc en fait, on passe. Oui, non, c'était pas l'idée du ciel. Effectivement, était pas du tout adaptée. C'était Est-ce que t'as des contours? Est-ce que t'as des cercles? Est-ce que t'as des carrés? D'accord, je vois. Et du coup,
un exemple que donne Fei-Fei Li au moment de sa conférence en 2015, c'est elle dit qu'aujourd'hui il y a des centaines de couches et des millions de neurones, et elle donne un exemple typique de 2015. Donc ces neurones dont vous vous souvenez pour l'histoire du bac, bah aujourd'hui pour un réseau de neurones typique, enfin aujourd'hui c'était en 2015, j'imagine que ça a encore augmenté, il y a 24 millions de neurones, 140 millions de paramètres et 15 milliards de connexions entre les neurones. Et ça c'est un exemple typique en 2015. Donc j'imagine qu'aujourd'hui c'est encore plus important. Ouais, alors, je saurais pas te donner les chiffres. En fait, c'est des choses qui évoluent un peu dans les différents sens, parce que autant on a l'impression que plus les réseaux sont profonds, plus ils ont tendance à être efficaces. Par contre, typiquement, le nombre de connexions par neurone, c'est pas dit que ce soit très malin de connecter tous les neurones avec tous les neurones. Donc des nombres de connexions élevés, c'est pas dit. En particulier, le cerveau humain, si je dis pas de bêtises, a beaucoup moins de connexions par neurone que les réseaux de neurones qu'on entraîne. Ouais, d'ailleurs pour encore cette analogie avec le cerveau humain, si je ne m'abuse, tu pourras peut-être me dire si c'est le cas ou pas, mais j'avais cru comprendre que au-delà d'une certaine taille, on n'a plus de bénéfice à augmenter la taille du cerveau, même si l'Homo sapiens a le plus gros cerveau des animaux, ça veut pas dire que grossir encore la taille du cerveau, ça serait un bénéfice à la survivabilité de l'espèce. C'est pas forcément qu'on est plus intelligent quand on a un plus gros cerveau au-delà d'une certaine taille. Et ce que tu dis, c'est que c'est un petit peu peut-être un peu la même chose avec les réseaux de neurones. Ça sert à rien d'en faire. Sur le cerveau, je vais pas m'avancer. Je sais pas exactement. je crois qu'en gros sur les tailles de cerveau, si je me souviens bien, ce qu'on avait dit dans un de nos épisodes justement sur l'intelligence, c'est qu'au sein d'une espèce, la taille du cerveau est relativement corrélée à l'intelligence. Par contre, entre espèces, c'est pas aussi simple que ça. T'as des espèces qui ont des cerveaux énormes et qui manifestent pas d'une intelligence si remarquable que ça. Mais j'ai peur de dire des bêtises. Et là, il y a un peu de ça, mais c'est surtout l'idée de connexion en fait qui est intéressant, c'est de se dire en fait peut-être que c'est un peu ce qu'on a dans le cerveau finalement, de dire il y a des zones du cerveau qui sont dédiées à des tâches et alors je vais sans doute dire des bêtises parce que je suis pas un spécialiste du cerveau, mais ta zone qui s'occupe de la main, elle a pas spécialement besoin d'être liée à ta zone qui s'occupe du pied quoi. D'accord. En direct, je veux dire, c'est pas, il y a pas forcément besoin d'avoir des connexions directes ou du poumon ou des choses comme ça. Ouais. Et c'est un peu cette logique là de dire tout connecter avec tout, c'est pas forcément très malin. En plus, ça augmente le nombre de paramètres et donc finalement l'un dans l'autre, à voir quoi. Ok, d'accord. Bon bah écoute, donc effectivement très intéressante cette explication sur les questions de phase, qui a des histoires de reconnaissance successives et effectivement quand on a 150 couches, peut-être même qu'il y a des réseaux qui ont plus de couches aujourd'hui, on peut tout à fait imaginer qu'en 150 étapes, on peut arriver à de la reconnaissance assez précise et ce qui est marrant, c'est de voir qu'en 2015 déjà, on pouvait avoir des réponses plus ou moins sûr, c'est un truc que tu évoquais plus ou moins. On pouvait par exemple dire que un certain truc c'était un animal, mais on n'était pas sûr de quel animal c'était. Enfin, les réseaux en question, les algorithmes n'étaient pas sûrs de quel animal c'était. Pas tout à fait, mais par contre, il était assez certain que c'était un animal tout court et pas une voiture ou une montagne. Donc il peut reconnaître certains de ces éléments. Et ensuite, il y a aussi différents éléments qui pouvaient déjà assembler. Et c'est marrant parce que si vous avez suivi un petit peu ces conférences qui étaient données par les différents groupes de recherche des GAFA, hein, tout simplement, sur leurs performances et l'amélioration de ces performances, on se souvient qu'à l'époque, ils pouvaient reconnaître un chat, une voiture, un chapeau, une église ou un bâtiment, et que plus ça allait, plus ils pouvaient assembler ces éléments, et ils pouvaient au bout d'un moment dire là c'est un chat dans un lit bleu 2 jours, et alors, ça c'est arrivé au fur et à mesure. Mais ça c'est marrant en fait, parce que ce qui s'est passé, c'est que ils ont fait des réseaux de neurones qui étaient capables un peu d'interpréter le langage humain. Donc on parle normalement et on essaie de l'interpréter. Enfin, je crois pas que c'était avec du vocal, ça devait être avec du texte, mais l'idée est la même. Et ils ont utilisé ces réseaux-là en les connectant derrière le réseau qui était capable de reconnaître, de décrire des images, pour faire des phrases qui ressemblaient à du langage humain, qui décrivaient ce qu'il y avait dans l'image. Oui, mais du coup, le truc de reconnaissance d'image pouvait déjà dire: là, il y a un chat, là, il y a un lit, là, c'est le soleil, là, c'est... Et pour
former la phrase, à la limite, c'est accessoire. Ce qui est important, c'est qu'il reconnaissait que le chat était dans le lit et qu'il était dans une pièce de jour. Bah, en fait, ce qui est marrant, c'est quand même qu'il fait une phrase qui pourrait être une description par un humain, en fait. C'est-à-dire, en gros, le chat est en train de dormir, quoi. Ouais. Ouais, effectivement. Et là, c'est encore une étape supplémentaire. D'accord. Bon, bah écoute, je crois qu'on arrive à peu près à voir comment on est arrivé au résultat qu'on a aujourd'hui dans ces reconnaissances d'images. Une question que j'aimerais te poser pour commencer à arriver vers la fin de l'épisode, c'est, on a beaucoup parlé d'images, à quoi d'autre est-ce que ça sert le deep learning et donc le machine learning, les réseaux de neurones avec deep learning, à quoi ça sert aujourd'hui d'autre que simplement la reconnaissance d'images? Et peut-être même en introduction, j'aimerais te demander à quoi servait le machine learning avant la révolution du deep learning. Est-ce que c'était genre pour, je sais pas, classer tes updates dans ton flux Facebook en 2008, ils utilisaient du machine learning, ou à quoi ça servait ce machine learning basique avant l'explosion du deep learning, si tu sais? En fait, t'as tout ce machine learning, le deep learning dont on parle actuellement, qui sont les problèmes supervisés, ils servent à résoudre toute une famille de problèmes qui est assez simple, mais qui, tu vas voir, est très courante, qui sont ce qu'on appelle des problèmes de classification ou de décision. C'est-à-dire, en gros, on a plusieurs boîtes et on veut savoir dans quelle boîte on range quelque chose. Et donc là, en fait, tu peux appliquer ce genre de problème. C'est des problèmes qu'on a tous les jours. Ça peut être un système de recommandation. J'ai une liste d'articles dans mon magasin, lequel je dois recommander à mon client. Ça peut être du... Là, tu parles du deep learning ou du machine learning? Je parle du machine learning supervisé. Donc, qui est le deep learning, c'est un des exemples de ça. Et tout plein de machine learning qu'il y avait avant faisaient la même chose. D'accord. Donc, avant, on va dire, pour simplifier, avant vraiment le gros deep learning moderne, on va dire. On pouvait déjà faire de la classification et on en faisait déjà. Donc là-dedans, tu as beaucoup de choses. Donc je disais les systèmes de recommandation, par exemple. Tu vas avoir des premiers essais, alors même si le deep learning a beaucoup amélioré ça en reconnaissance vocale, de dire je vais essayer de reconnaître ce qui est dit vocalement, où là pareil le deep learning a beaucoup amélioré, parce que pareil c'est de la classification. En fait, il faut décider quel mot est dit. Donc on a tous les mots possibles et lequel on est en train d'entendre. Ouais, c'est hyper complexe là pour le coup. On est très loin de juste notre histoire de bac. Déjà, même avec un machine learning un petit peu plus simple que ce qu'on connaît aujourd'hui. On pouvait commencer. Moi, je me souviens qu'il y a, je sais pas, il y a 20 ans, j'étais au Japon. Il y avait des démos de Microsoft, de reconnaissance vocale. Non, c'était Dragon Dictate à l'époque, et ça marchait. Bon, ça marchait pas super bien, mais ça donnait quelque chose, quoi. Et à l'époque, c'était déjà possible, ouais. Et donc, en fait, parce que tous ces problèmes-là sont un peu sur les mêmes problèmes, c'est des problèmes où il faut classer dans des boîtes ou de décision, qui est un peu la même chose, c'est-à-dire prendre une décision entre plusieurs options. Donc, tu vois que c'est très très large, en fait, les types de problèmes que ça peut résoudre. C'est pour ça que beaucoup de gens s'emballent, parce que ça a l'air de pouvoir tout résoudre. Alors, c'est pas totalement le cas, mais ça résout quand même un paquet de problèmes, si tant est que ça marche. Dans les exemples même de deep learning, du coup, qui sont pas de l'image, t'as Google Translate. Ah oui, c'est du deep learning. Google je crois que c'est du deep learning, les dernières choses de Google Translate. De toute façon, le deep learning aujourd'hui, c'est partout. Donc, quoi que ce soit, on faut faire un peu attention, mais un peu. Et voilà, pour des exemples qui sont pas sur l'image, mais en fait, comme on a vu là dans la description, le fait que ce soit une image, on s'en fout un peu globalement. C'est vrai qu'il y a ces réseaux convolés qui marchent très bien sur les images, et surtout les images, c'est des problèmes qui souvent étaient durs à résoudre. Enfin, moi, si on m'avait dit au moment où je faisais des études en traitement d'images qu'on allait dans 10 ans avoir un algo qui décrivait des images, j'aurais jamais cru. Ouais. Parce que c'est des problèmes où, en gros, tu me dis décris une image, je sais même pas ce qu'il y a dedans, si c'est plutôt des animaux, plutôt quelque chose, c'est extrêmement compliqué. Et aujourd'hui, on a des choses qui sont très très impressionnantes là-dessus. Ça prend, tiens, question complètement au hasard, ça prend combien de temps pour un algorithme bien entraîné chez Google, Apple ou Amazon ou Dieu sait qui, ou Facebook, de reconnaître cette pas la phase d'apprentissage mais la phase de prédiction, genre on lui file une image, en combien de temps il peut le passer à la moulinette de ses 100 ou 150 couches pour nous la décrire? C'est le genre de truc instantané ou... J'ai pas l'ordre de grandeur. Je vais avoir l'ordre de grandeur grand public comme toi en fait finalement, où t'as dû jouer au truc sur internet de Google qui te permettait, si tu dessinais, il devinait ce que t'étais en train de dessiner. Donc c'était quand même plutôt temps réel. Mais en gros, on l'a vu, les opérations sont hyper simples. Hein. C'est quelques multiplications et divisions. Aujourd'hui, les ordinateurs qu'on a, même s'il y en a 150 millions, ça va pas prendre une éternité. Hein.
Donc c'est pour ça que il est possible de faire du machine learning, de la prédiction, une phase de prédiction de machine learning ou de deep learning sur le device, que ça soit. Ouais, c'est ça. Alors c'est un peu plus compliqué, mais en effet, c'est faisable. Bah, c'est typiquement ce qu'a dévoilé Apple à la dernière WWDC, leur algo qui est juste une application de machine learning, leur machine learning API, qui décrit en fait des images. Et du coup, c'est possible à faire sur des smartphones, sur des tablettes, Dieu sait quoi. Et sur, on l'évoquait à un moment avec le edge computing, sur une caméra de reconnaissance, par exemple, qui va pré-mâcher le travail de ce qu'elle voit, ou quand on parle de voitures autonomes, c'est marrant parce qu'on revient toujours à de la reconnaissance d'image. C'est vraiment la vision, quoi. C'est le fait d'avoir des yeux pour un ordinateur, mais pour les voitures autonomes, c'est ce qu'ils font. Ils reconnaissent. Les voitures autonomes, ils ont de la vidéo, donc ils essaient d'utiliser aussi le flux vidéo pour avoir de la 3D ou des choses comme ça, mais oui, c'est de la reconnaissance d'image, quoi. Ouais. Et c'est pour ça, non, mais t'as des trucs, t'as des choses qui sont quasi temps réel, etc. Enfin, c'est ça qui est. En fait, on pourrait parler peut-être 2 mots de pourquoi il y a un tel engouement là-dessus. C'est qu'en effet, c'est la chose qui est parfaite pour l'industrie. On l'entraîne une fois et après on a un algo qui est très rapide et qui fait des choses merveilleuses. Donc c'est assez génial. Et pour toute une partie des startups qui se créent, etc. Et qui veulent utiliser du machine learning, ce qui est aussi du pain béni, c'est que les Google, etc. fournissent des réseaux pré-entraînés. Donc comme je disais, où on peut récupérer un réseau pré-entraîné, où Google l'a entraîné une semaine avec ses machines qui coûtent extrêmement cher, et nous on le réentraîne en quelques heures uniquement pour notre problématique. Et tiens, c'est marrant, tu évoques cet ordre d'idée. C'est une semaine pour une phase d'apprentissage, ça peut suffire Je crois que ça dépend des algos. Bien sûr, mais c'est cet ordre d'idée, c'est pas 6 mois. Sur ImageNet, je crois que il y a pas mal de résultats où c'était de l'ordre d'une semaine quand ils entraînaient, il me semble, de ce que j'avais lu. Et est-ce que tu sais, là je te pose peut-être une question à laquelle t'as pas la réponse, est-ce que tu sais quel est l'intérêt pour ces sociétés de fournir ces algorithmes librement, parce que c'est des trucs sur lesquels ils investissent énormément? C'est pour cette question de recherche communautaire qui finalement bénéficie à tout le monde, ou? Je sais pas trop, c'est une bonne question. Google a un intérêt, c'est qu'ils ont créé une librairie de deep learning et ils essaient de faire concurrence à Amazon pour vendre du computing, quoi, de la location de serveurs, etc. Donc ça peut avoir un intérêt de ce côté-là. Après, à l'usage, concrètement, moi, j'utilise la librairie de Google sur les machines d'Amazon, donc je suis un mauvais client. Ouais, mais j'imagine effectivement qu'il y a cette volonté de l'industrie de mettre parfois des choses en commun pour que, au final, on en bénéficie, enfin tous en bénéficient, y compris celui qui a mis la chose en commun, quoi. Ouais, et ben, en fait, c'est un peu, pour moi, je mets ça aussi dans les choses qui font qu'on a cette explosion du deep learning aujourd'hui. C'est qu'on a un peu cette mentalité open source, même si il faut le prendre avec des gros guillemets parce que c'est pas totalement open source partout, de partage des connaissances et du fait que d'autres peuvent réutiliser les briques et finalement faire avancer le schmilblick tous ensemble. Ouais, effectivement. Et je pense qu'on va voir arriver du machine learning as a service où en gros tu auras même plus besoin d'avoir de l'expertise en machine learning, tu arriveras avec ton dataset, avec tes données et tu diras entraîne-les-moi avec ce réseau en cliquant et puis il te proposera des résultats et tu feras le travail de data scientist mais sans faire la partie code. Que fera pour toi un Google ou un Amazon, quoi. D'une certaine manière, en fait, c'est déjà plus ou moins disponible. Tu peux avoir une API. Bah, tu parlais de celle d'Apple. J'imagine que d'autres mais ça, en ont c'est un des peu de la triche. Mais en fait, c'est de la triche parce que c'est pas vraiment du machine learning. C'est des réseaux pré-entraînés. Ce qui est plus intéressant pour quelqu'un, c'est que je puisse entraîner mon réseau sur mon problème. Oui, mais moi, je pense à l'utilisation que peut en faire un développeur d'application, par exemple. Tu arrives avec ton application qui a à voir avec, encore une fois, de l'image. Tu prends ton image et tu dis bon bah merde, mon utilisateur de mon application, de mon app a une image et je voudrais, pour lui fournir un service quelconque, savoir ce qu'il y a dans cette image. Bah tu envoies l'image à Apple qui va te retourner le résultat. Bon bah t'as un visage, un chat et une maison, et après toi et elles sont ici, là et là, et ensuite toi tu vas pouvoir y appliquer quelque chose comme au hasard mettre un chapeau sur la tête du chat. Et c'est un truc qui est finalement, t'as pas besoin toi-même de développer ton algorithme de reconnaissance d'image, quoi. Encore est-ce que t'as d'autres exemples de à quoi ça sert aujourd'hui? On a parlé de. Alors oui, il y a un exemple où je pense que ce serait intéressant d'en parler parce que c'est très différent de tout ce dont on a parlé aujourd'hui. C'est que on a des réseaux de neurones aujourd'hui qui sont aussi capables de créer des images.
Ah, mais pas comme le Deep Dream psychédélique Non, de Google. alors là. le Deep Dream c'était les premiers tests, mais aujourd'hui tu as un exemple qui est très connu où on a tous joué avec, c'est FaceApp sur une application qui permettait de se vieillir, d'avoir un visage en femme, de sourire, qui en fait est un réseau de neurones derrière. D'accord. Et donc ça c'est des exemples de choses qui je pense vont se développer de plus en plus, d'être capacité de créer des images. Alors créer des images ça peut être très large, ça peut être comme là modifier un peu l'image pour la faire sourire, ça peut être améliorer la qualité de l'image ou des choses comme ça où le réseau de neurones va apprendre à faire une image qui nous plaît plus. D'accord. Donc là c'est effectivement ce FaceApp c'était du machine learning. On parle énormément d'images, on l'a dit 12 fois mais c'est vraiment le cas. Est-ce que tu as d'autres exemples Il y a des images partout quoi. Après oui, si on parle peut-être plus futur, mais il y a si vous êtes intéressé par le sujet, il y a le blog de recherche de Google qui est passionnant là-dessus. Et ils ont fait un post il y a un mois, je crois, qui est très marrant, mais qui donne un peu l'idée de la peur des métiers qui disparaissent, etc. C'est qu'eux, ils ont utilisé des réseaux de neurones pour créer des réseaux de neurones. D'accord. C'est-à-dire, en fait, ils se sont dit, c'est un peu pénible d'avoir à designer des réseaux de neurones, ça prend du temps, ça demande des gens compétents, etc. Donc nous, on s'est dit, on va créer un réseau de neurones qui est capable de créer des réseaux de neurones et d'optimiser ça. Ok, là tu commences à me faire peur. Je pense que on a des images de Skynet qui envahissent le cerveau à tous. C'est un peu ça, mais c'est amusant parce que ça va avec tout ce discours de les métiers vont disparaître, voire même des machines qui commencent à faire d'elles-mêmes. C'est que là, du coup, on se rend compte qu'on aura même plus besoin de faire grand chose. On lui dira, trouve-moi la meilleure solution parmi ces trucs-là. T'as des réseaux de neurones aussi qui sont capables de créer des codes. Alors c'est des choses qui sont encore très expérimental, mais où tu lui dis voilà le comportement d'entrée que j'aimerais en sortie, tu lui donnes plein d'exemples, par exemple une fonction de tri, tu lui dis en entrée je te donne des chiffres, je les veux trier, tu lui en donnes 1000 exemples comme ça, il va apprendre à faire une fonction de tri. À faire un programme qui va trier les trucs. Voilà, c'est ça. Et donc c'est marrant parce que il peut quand on dit il va apprendre à programmer, on peut se dire ah oui non mais bon on n'y est quand même pas encore, ça va prendre énormément de temps. Mais si on avait dit il y a 15 ans, on va pouvoir reconnaître les images avec une précision qu'on a aujourd'hui, comme tu le disais, t'y aurais pas cru. Donc un autre exemple marrant, c'est un truc qu'on appelle les auto-encodeurs. Donc aujourd'hui, pareil, je parle de la WWDC parce que vous en avez parlé il y a pas longtemps là dans le rendez-vous tech, mais Apple a annoncé, je crois, un nouveau format d'encodage vidéo. Oui. Il y a des réseaux de machine learning qui essaient d'apprendre des formats d'encodage vidéo. C'est-à-dire l'idée, c'est qu'en entrée et en sortie, on lui dit on veut la même vidéo, et au milieu, il y a une sorte de goulot d'étranglement où on veut très peu de paramètres pour représenter ça. Ce qui est une manière de lui dire essaie de trouver un moyen pour représenter ces données de manière réduite, mais où à la sortie, j'ai une donnée qui a quasiment pas changé. Ah, c'est marrant ça. Donc c'est mais c'est fou. Bon, c'est des applications qui sont un petit peu qui ont des utilisations très concrètes dans notre vie quotidienne, mais qui restent, tu vois, c'est cette étape entre la société qui va fournir le service et l'utilisateur final. Est-ce que tu as d'autres exemples d'utilisation future qui pourraient nous impacter aussi très directement avec le deep learning? On a l'impression que ça peut toucher à tout, mais est-ce qu'on en fait, ouais, ça peut toucher à tous les trucs. Moi, un truc où je pense que ça peut vraiment changer beaucoup de choses, c'est sur la médecine. En gros, quand on parle quand je te dis que ça résout tous les problèmes de classification, le boulot d'un médecin aujourd'hui, c'est étant donné ton passif médical et étant donné toute la connaissance médicale du monde, de t'essayer de te proposer un traitement ou de te proposer un soin qui va améliorer ta situation. Enfin, on est totalement dans la description que j'ai fait au début, c'est-à-dire de dire j'ai un panel de traitements, j'ai des données passées et apprends-moi à trouver la meilleure solution pour ton problème. Et je pense que alors c'est des domaines où ça va pas venir vite parce qu'il faut avoir accès aux données, ça pose beaucoup de problématiques, etc. Mais c'est typiquement un cadre où ces problèmes, ces réseaux-là de neurones et d'apprentissage sont hyper adaptés et pourront faire en plus du personnalisé. On a des petits des exemples minimes dans ce domaine où certains trackers d'activité ou de rythme cardiaque peuvent prévoir une crise cardiaque genre 1 heure avant qu'elle n'arrive. On a eu quelques exemples dans ce sens-là, mais on peut tout à fait imaginer que si on a tout l'historique médical et l'historique de la famille et l'état actuel avec toutes les données, on peut effectivement imaginer que si un algorithme, enfin une machine qui a fait du deep learning sur ces choses-là et qui a eu plein d'exemples, genre
toutes ces données ont montré que telles personnes ont des risques d'avoir, je sais pas moi, un cancer, des problèmes cardiaques, du diabète, etc. La reconnaissance de forme, enfin le pattern recognition, pourrait mener à nous donner des informations bien plus tôt que même ne pourrait le repérer un médecin. Et là, il y a un bénéfice clair, quoi. Et je pense qu'en plus, c'est des choses qui sont très très bien posées pour ce genre de problème, pour peu qu'on ait accès aux données. Donc c'est vraiment le gros du problème. Ouais. Là, c'est le gros. On l'a vu à quel point cette question d'accès aux données avec cet événement symbolique finalement d'ImageNet et de ces 15 millions d'images classées, il a débloqué la reconnaissance d'images. Et aujourd'hui, tout le monde le dit, hein, les données sont le cœur du machine learning, et c'est pour ça que des sociétés comme Facebook, Google, etc., qui ont énormément d'accès à plein de données, sont tellement avancées sur ces technologies. Et là, tu vois, moi, je suis généralement très prudent sur la question de la vie privée et des données privées. Mais là, je me dis, sur ces données médicales, il faudrait presque un programme d'infrastructure étatique qui permettrait de faire ça de manière aussi sûre que possible, même si bon, on sait que c'est jamais 100% sûr, mais peut-être avec la sécurité sociale et les organismes médicaux du pays, pour essayer d'avancer dans ce domaine, parce que ça pourrait avoir des bénéfices énormes, quoi. Tout à fait. Non, voilà. Et puis après, je pense que ça va beaucoup changer notre manière de travailler et de faire de la recherche et de la science, en fait. Parce que quand je citais le cas de Google qui dit on a utilisé des réseaux de neurones pour apprendre nos réseaux de neurones, c'est pas anodin. C'est que, en gros, ces outils-là, si vraiment c'est pas juste une mode et qu'on se rend pas compte qu'ils ont finalement beaucoup de défauts, c'est une manière de tester beaucoup d'idées très rapidement. Et d'éventuellement, un peu comme ça s'est passé, un peu comme le fait que les intelligences artificielles aient battu les humains aux échecs, les humains n'ont pas arrêté de jouer aux échecs, mais ont trouvé des nouvelles manières de jouer aux échecs, ben là, ça peut être une manière d'étudier un très très grand nombre de possibilités de pistes de recherche et d'avancer plus rapidement vers une solution et d'après aller réentraîner des réseaux dans ces solutions-là et puis d'avancer peut-être plus vite, quoi. Est-ce qu'on est très loin de c'est une question à laquelle je sais qu'il n'y a pas de réponse, mais je la pose quand même pour s'amuser. Est-ce qu'on est loin d'une intelligence artificielle qui pourrait répondre enfin passer le test de Turing? Pour ceux qui savent pas, le test de Turing, c'est si on parle avec une intelligence artificielle qui et on n'arrive pas à distinguer une intelligence artificielle d'un véritable être humain. Simplement par la conversation. Et on a l'impression que j'ai toujours, c'est qu'on est en train de réunir toutes les briques qui font que on n'est plus si loin d'une sorte de déblocage d'une intelligence artificielle qui serait un petit peu plus crédible que tous les assistants virtuels qu'on a, qui sont quand même pas hyper malins. Est-ce qu'on est loin d'une vraie intelligence artificielle ou En fait, le test de Turing est très mal foutu. C'est-à-dire que globalement, il est déjà passé ou alors il sera jamais passé. Ça dépend un peu où tu mets la frontière. Si aujourd'hui tu considères que tu veux un chatbot où tu te rends pas compte que c'est un robot, je pense que c'est déjà passé. Qu'il y a plein de fois où on discute avec un robot, on se rend pas compte que c'est un robot. Il y a plein de services en ligne ou des choses comme ça où je pense qu'on a déjà des robots en face et on s'en rend pas trop compte parce que c'est des conversations sur des sujets spécifiques et c'est très orienté. Et voilà. Et bon, en effet, ça peut arriver que sur un chat, mais ce qui est compliqué, c'est que tu as aujourd'hui dans les relations humaines, les conversations humaines et compagnie sont quand même encore plus complexes parce qu'il n'y a pas que cet input de chatter sur un réseau social, tu vois. Il y a plein d'autres choses, donc. Bon, alors laisse-moi te poser la question autrement. T'as vu le film Her? Ouais, j'ai vu le film Her. D'accord. Alors, est-ce qu'on en est loin? Est-ce qu'on en est loin ou pas? Je sais pas. C'est une bonne question. Je sais pas du tout. C'est une très bonne question. En plus, le film Her. En bon scientifique, tu vas pas répondre. Je suis dégoûté. Bah ouais, non, je sais pas. Non, en fait, le truc, moi, où on a fait un deuxième épisode de Podcast Science qui est centré là-dessus, qui est est-ce que vraiment, maintenant que les machines sont capables de rêver, on est foutu, quoi. Et en fait, tu te rends compte que, bah oui, clairement, historiquement, à chaque fois que quelqu'un a dit les machines pourront jamais faire ça, elles l'ont fait, quoi. Donc, c'est-à-dire, elles pourront jamais gagner au Go, elles ont gagné au Go là récemment, elles pourront jamais faire la cuisine, on a le robot d'IBM qui fait des recettes de cuisine, elles pourront jamais faire de l'art, on a des robots maintenant qui font des œuvres d'art comme les artistes, etc. T'as quand même des choses aujourd'hui où on n'a pas beaucoup avancé. Par exemple, ça reste nous qui posons les questions. Alors, ils sont très bons à y répondre, mais ça reste nous qui posons les questions.
t'as aussi des notions de contact humain en fait, de relations humaines, c'est-à-dire que des choses de ressenti, des émotions que tu peux avoir, etc. Il y a en particulier sur d'humain à humain, on se rend compte qu'il y a encore des barrières alors qui sont peut-être pas très intéressantes. Mais donc ça m'inquiète presque plus que ce que tu dis, que ça ne me rassure en fait, parce que c'est genre oui les robots ils sont pas très bons pour avoir des émotions, donc ça va, on est tranquille. Non, on je dis pas qu'on est tranquille. Je pense que notre boulot vont disparaître. Ouais, en gros, un truc marrant sur le sujet, est-ce que nos boulots vont disparaître, c'est que t'as en général, le seul boulot qui va pas disparaître, c'est le boulot de l'interlocuteur que tu as en face de toi. Alors que bon, globalement, il y a très grande chance. Tu regardes n'importe lequel de boulot qu'on fait. Je pense que les boulots comme moi, de développement, de sciences, ça, c'est assez facile à automatiser. Il y aura peut-être des gens au-dessus, mais il y en aura sans doute beaucoup moins. Même ce que tu fais toi, de faire des podcasts qui parlent de l'actualité scientifique. Alors tu vas te dire oui, j'ai un ton, etc. Mais je suis pratiquement sûr qu'on arrivera à faire des réseaux qui donneront un ton qui sera sympa et que les gens apprécieront. D'une certaine manière, ce que je fais en fait, le cœur, au-delà de l'enrobage que je fais avec le ton, le cœur de ce que je fais, c'est je regarde plein de sujets tech qui correspondent à des orientations tech dans les 2 semaines qui viennent de s'écouler. J'essaye de choisir ceux qui sont suffisamment importants et qui correspondent à la ligne éditoriale de l'émission. Et après, je les présente et on en discute un peu. Peut-être que la partie on en discute un peu, c'est la partie la plus compliquée à émuler par une machine. Mais tout le reste, c'est pas si difficile. Et ça va venir vite, quoi. Ouais. Non, en fait, je trouve que ce qui est intéressant là-dessus, un peu comme quand les machines nous ont battus aux échecs, c'est que ça pose la question en fait de comment on définit ce qu'est un humain et comment on définit un peu notre singularité entre guillemets, sans utiliser le terme singularité classique là. Et en particulier, j'avais fini la conférence de la Niptech justement, qui fait que tu m'as proposé de venir là, par le fait qu'on a des machines là aujourd'hui qui sont très très fortes à résoudre les problèmes. Tu leur donnes un problème, elles le résolvent, mais elles ne comprennent pas ce qu'elles font. Et on ne comprend pas forcément comment elles résolvent le problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des algos qui sont capables de décrire les images très très bien, mais on ne comprend pas très bien comment ils fonctionnent. Je veux dire, on comprend très bien quelles opérations ils font, multiplication, mais on ne comprend pas pourquoi ils fonctionnent. Et aujourd'hui, je pense qu'il ne faut pas négliger Encore une fois, ça m'inquiète un peu ce que tu me dis là, mais... en fait, c'est un choix. C'est-à-dire, on peut se dire c'est pas grave, et puis elles vont tout résoudre, c'est génial, mais il ne faut pas négliger l'importance qu'a eu les histoires et le fait de comprendre dans le développement humain, dans le développement des sciences, dans le développement des cultures, etc. en fait. Et aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'avancées là-dessus. Ouais, excuse-moi, quand tu dis on comprend pas ce qu'ils font, on sait qu'il y a des opérations, mais on sait pas pourquoi telle opération dit oui c'est un chat, ou qu'est-ce qu'on comprend pas en fait? En fait, on comprend qu'il y a des multiplications et des additions, mais ce qu'on comprend pas très bien, c'est quel modèle il a réussi à faire du chat, du machin, etc. Peut-être qu'il y en a pas, hein. Peut-être que c'est tout simplement des trucs qui demandent 150 millions de paramètres. Mais comprendre, en gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, j'ai fait une théorie, comme la théorie de la relativité, qui me permet de t'expliquer ce qui se passe dans l'univers avec très très peu d'équations, avec très très peu de mécanismes. En fait, c'est une manière de raconter l'histoire. On constate que cette série d'opérations est une description mathématique d'une image de chat, mais on ne sait pas s'il y a une signification plus profonde, c'est ça? Voilà, un modèle, mais c'est vraiment une notion d'histoire à raconter, hein. C'est aussi bête que ça. C'est comme si pour modéliser l'univers, on avait fait entraîner un réseau de neurones avant l'arrivée d'Einstein. On serait peut-être ravi d'avoir un modèle avec 150 millions de paramètres qui nous décrit le mouvement des planètes. Et on n'aurait jamais compris que, en fait, c'est quasiment des ellipses autour du Soleil, que il y a une déformation de l'espace-temps ou des choses comme ça. Après, c'est peut-être pas grave, en effet. Moi, mon côté scientifique me fait dire c'est un peu grave, c'est un peu triste. On est capable de comprendre, mais peut-être qu'on va justement lâcher cette partie-là de entre guillemets notre humanité. Et une autre manière de le dire, c'est qu'aujourd'hui, les réseaux s'intéressent pas à cette question-là, à se dire je vais essayer de raconter une bonne histoire sur mon problème. Ils sont vraiment dans je vais le résoudre. Ouais. Je sais pas te rassurer. Hein. Oui, non, je comprends bien, mais d'une certaine manière, au final, on revient. Bon, là, on s'écarte un petit peu de la question spécifique du machine learning, mais on revient à la question est-ce qu'on a besoin de comprendre toutes les étapes qui nous permettent de faire une action? Je sais pas moi, un ébéniste qui utilise des outils en métal, il va pas forcément avoir besoin de lui-même aller miner le métal et puis aller à la forge pour faire son objet. Enfin, d'une certaine manière,
il n'a même pas besoin de savoir comment ça fonctionne, ou même pour aller plus loin pour aller sur des trucs plus concrets pour nous. On n'a pas besoin de savoir comment fonctionne un écran qu'on utilise pour afficher nos images, ou même comment l'image est transmise à l'écran par des signaux électriques pour utiliser un ordinateur. C'est pas forcément. Alors, la différence, c'est qu'il y a quelque part quelqu'un qui sait dans notre civilisation et quelqu'un qui sait le faire. Tu vois, sur la médecine, ça veut peut-être dire qu'un jour tu vas arriver parce que t'auras très mal au dos et on te dira il faut que je te coupe un pied, quoi. Ouais. Et il faudra que tu et ce sera peut-être vrai d'ailleurs. Pourquoi, et peut-être que ce sera efficace, mais on n'aura aucune raison pour te dire pourquoi. Mais peut-être qu'en effet, ce sera très efficace. Ouais. Bon, peut-être pas la question, le fait de se couper un pied, mais peut-être le fait de se dire il faut telle injection dans les poumons et ça va t'aider à ton mal de dos. Et là, t'as aucune idée de ce qu'est l'injection parce qu'il a mis plein de produits chimiques où il a calculé que ça allait bien marcher, quoi. Ouais. Et tu te dis bon, ok. Et il y aura sûrement des fois où ça marchera pas, et là ça sera le drame. Mais et quand il y aura une panne de courant, on va être bien. Ouais. Un peu comme dans l'idiocratie, tu sais, où ils savent plus ce qu'ils font et comment marche le monde. Je crois qu'il faut commencer à améliorer encore plus les panneaux solaires pour qu'on n'ait pas de problème de ce type-là. C'est ça. Bon, bah écoute, on est presque parti vers des questions philosophiques vers la fin de l'épisode. C'était hyper intéressant et merci beaucoup pour ta contribution et tes lumières pendant tout l'épisode. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux dire en conclusion ou on se... Non, on a bien conclu. Viens d'écouter Podcast Science, bien sûr. Ouais. Alors oui, bah évidemment, où est-ce qu'on peut te retrouver toi? Et puis bien sûr, comme je le disais au début de l'émission, Podcast Science est une excellente émission que je suivais depuis un bon moment. Donc c'est pas la première fois que vous en entendez parler si vous me suivez depuis un moment. Mais oui, dis-nous en plus ce que c'est, où on vous retrouve, etc. Donc nous on nous retrouve sur podcastscience.fm et sinon sur la plupart des plateformes SoundCloud, iTunes, un peu sur YouTube, mais c'est pas très à jour. Et voilà. Et sinon, donc on a dépassé 300 épisodes. On parle d'un sujet à chaque épisode. On parle de à peu près tout en science. Donc vous pouvez totalement faire du cherry picking, piocher ce qui vous intéresse. On a parlé beaucoup de bio cette année, des sujets hyper passionnants, ce qui est un peu plus rare. On a parlé aussi beaucoup de physique les années précédentes, et puis de maths et de deep learning et de choses comme ça. Très bien, donc c'est sur podcastscience.fm et vous pouvez aller suivre Nico sur Nicotube avec un E à la fin sur Twitter. Les notes seront, les liens seront dans les notes de l'émission. Pour ma part, c'est NotePatrick sur Twitter et sur Facebook, et vous pouvez aussi retrouver cette émission sur FrenchSpin.fr. Vous la retrouvez également sur toutes les plateformes de podcasts classiques, c'est le Rendez-vous Tech. Vous aurez aussi le Rendez-vous Jeu au hasard, une autre des émissions que je produis où on couvre l'actualité du jeu vidéo, généralement pour le Rendez-vous Tech et le Rendez-vous Jeu dans des émissions un petit peu plus... donc les émissions classiques sont vraiment tournées vers l'actu, ce qui s'est passé d'important, en résumé, simplifié et commenté par mes invités toutes les 2 semaines dans le domaine du jeu vidéo et dans le domaine du rendez-vous de la technologie dans leurs émissions respectives. Si vous allez sur le site, vous trouverez bien sûr les notes de l'émission où vous pouvez commenter et nous dire là où on s'est planté et les informations que vous voulez ajouter, et vous aurez aussi des liens vers certaines présentations intéressantes que vous pourrez regarder pour aller un petit peu plus loin. Et bien sûr, si vous appréciez l'émission, vous pouvez soutenir l'émission qui est entièrement financée par ses auditeurs. L'émission n'a pas de sponsor et elle n'est pas payante, bien sûr. Elle est disponible gratuitement et donc vous pouvez choisir de la financer ou pas si vous le souhaitez. Elle est disponible de toute façon. Mais si vous pensez que l'émission est sympa, qu'elle vous apporte quelque chose, qu'elle vous distrait pendant vos transports en commun ou dans votre voiture ou pendant que vous faites le ménage, si elle vous fait passer un bon moment, eh ben vous pouvez aller sur patreon.com/rdvtech. Les liens sont bien sûr dans les notes de l'émission. Et en, 2 minutes,
vous pouvez contribuer $1, $2, $3, ce que vous voulez au fonctionnement de l'émission. C'est évidemment énormément apprécié et je remercie infiniment les patriotes qui choisissent de soutenir cette émission et de mettre leur argent durement gagné dans un petit peu de production qui vient du cœur et qui n'est pas encore faite par des robots de podcast tech. Je vous remercie encore une fois infiniment de nous avoir écoutés. J'espère que l'émission vous aura plu. C'était un épisode spécial et on revient avec les épisodes classiques dans une semaine. Alors si le timing marche bien, ça sera un moment où je suis en vacances et donc ça sera Jérôme qui fera le prochain. Normalement, hein. J'espère que je me suis pas planté dans l'emploi du temps. Quoi qu'il arrive, on revient avec les épisodes classiques très bientôt. Merci de nous avoir écoutés et n'hésitez pas à venir nous dire ce que vous avez pensé de l'émission sur Twitter ou ailleurs. À très bientôt. Ciao, ciao.